vivo felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma Alors, santa molto felice. bien en français, c'est Bertolotto, mais sans H, sans EAU à la fin. En italien, on dirait Bertolotto Antoine, instituteur retraité. Alors, je faisais au collège Henri Vallon les SES au départ, section d'éducation spécialisée, avec beaucoup de petits maghrébins primo-arrivants. Minetti, Jean-Pierre, 74 ans, bientôt 75, principal à la retraite. Alors, moi je m'appelle Martine Do, du nom d'usage de mariage, mais mon nom de famille c'est Salle, Salle qui n'a rien d'italien. Mon nom de famille de ma maman, qui était italienne, c'est Giordanengo. Et je suis née en 50 à Briançon. Et j'ai atterri un petit peu par hasard ici, parce que j'ai rencontré mon mari qui était ici, et j'ai fait une grande partie de ma carrière comme enseignante au lycée Bossier, où j'ai terminé d'ailleurs ma carrière il y a déjà quelques années. Parfait. Alors, je suis né en France, comme tous mes frères et sœurs. À quel endroit? À la Seine-sur-Mer, dans la maison que louaient mes parents, dans la ferme que louaient mes parents, puisqu'ils ont été en fermage pendant 15 ans, dans la propriété qui a été rachetée plus tard et où nous vivons tous ensemble, mes frères et sœurs. Alors, tous les deux, mon père et ma mère sont nés en Italie. Mon père est né à Chiusapeggio, pas loin de Mondovì. Ma mère est née à Paesana, au pied du Mont Viso, dans la vallée du Pô. Hein. Le village de Paesana est traversé par le Pô. D'ailleurs, Paesana a deux noms. D'un côté, c'est Paesana Santa Maria et de l'autre côté, Paesana Santa Margherita. Le Pô partage le village en deux. Donc, chaque partie de Paesana a son cimetière. D'accord. Et donc c'est entre deux Seines, quoi. Voilà. Je suis né comme mon père, comme ma mère, à la Seine. Ah. Rue Diderot. France. On cherche guère dessus, ce sont tous mes grands-parents qui sont venus en France. Aussi bien du côté de mon père, il venait d'Acquiterme, à côté d'Acquiterme, c'était des Minetti et des Tornato, et du côté de ma mère, il venait de Boves à côté de Cugno, et donc c'était des Duto et des Pellegrino. D'accord. Alors, 1901 pour mes grands-parents paternels, 1906 pour mes grands-parents maternels. Alors c'est ma maman qui est venue en France, elle est venue en France avec sa sœur dans les années, fin des années 40, je ne sais pas exactement en quelle année, donc entre la fin de la guerre et 49, donc dans ces années-là. Elle est venue avec sa sœur, elles sont venues un petit peu aussi sur un coup de tête, de changer d'endroit. Ma mère travaillait dans une pâtisserie et sa sœur, un jour, quelqu'un vient et monsieur français qui cherchait des jeunes filles pour venir s'occuper des enfants dans les familles en France et puis faire un peu de ménage, donc un peu genre fille au père. Et sa sœur a voulu partir et ma mère l'a suivie pour ne pas la laisser partir seule, donc comme ça. Elle a atterri en France dans la vallée du Queyras, à Seillac, donc de l'autre côté des Alpes, juste sur le versant français, donc elle a traversé les Alpes. Et de là, eh bien, elle a rencontré mon papa qui était venu aider sa sœur qui tenait un bar-restaurant à Mont-Dauphin, donc au pied de la vallée du Guil. Et voilà d'où vient cette origine italienne. Alors, je m'appelle Giordanengo, ma maman s'appelait Giordanengo, mais sa maman c'était comment ça s'appelle? Je ne sais plus son nom, voilà, je l'ai oublié. Garnero, parce qu'il y a aussi pas mal de Garnero en France, il y en avait, je sais, à Briançon, donc voilà, les deux origines italiennes, les noms italiens de mes ancêtres.
Alors, bon, je Si peux tu raconter sais. un peu l'histoire de mon père. Mon père a été orphelin à 5 ans. Et bon, la misère régnait, bien sûr, sans le papa. Et ses 2 sœurs et son frère, qui étaient nés dans les années 1890, ont quitté l'Italie en 1908-1910 pour venir en France. Voilà, et où les filles étaient placées dans des maisons bourgeoises de commerçants à Toulon. Et le frère Antoine travaillait comme boulanger là, voilà. Mon père, lui, a hérité de la maison de sa maman, quand sa maman est morte en 1918 de la grippe espagnole. Et elle avait eu la chance qu'une de ses filles, qui était en France depuis 8 ans environ, est venue l'assister dans sa fin de vie. D'accord. Voilà. Donc mon père a hérité de la maison en Italie et pour payer la soulte à ses frères et sœurs, après quelques années d'errance au Piémont, dans la misère, il est parti en Argentine 3 ans. Ah, lui aussi. 3 ans pour... Bon, il n'était jamais allé à l'école. Hein, je dis qu'il était illettré, pas analphabète, mais illettré. Et bon, il faisait des labors dans des champs immensément longs et grands. Il faisait un aller-retour dans la journée. Voilà, avec 6 chevaux et 6 charrues. Bon, il vivait avec des indigènes de là-bas. Le patron de temps en temps attrapait un bœuf au lasso, le tuait, le faisait rôtir, et ils ont mangé de la viande, tant et plus, pendant des mois. Bon, quand il est revenu, les chemises noires lui sont un peu tombées dessus. Quand il a pris le bateau à Gênes, il est rentré à Marseille. Donc il est arrivé en France entre 1926 ou 1927. D'accord. Bon, ma mère est bien née à Paysanne. Elle aussi a subi d'un de ses cousins là, qui voulait lui faire boire de l'huile de ricin. Et dès qu'elle a eu 18 ans, sa mère, qui avait une cousine à Marseille et qui avait aussi une ferme de laiterie, bon, a expédié sa fille en France. Voilà. Donc elle est arrivée en France en 1925. Alors mon père, lui, avait trouvé du travail dans une ferme à la Valentine et ma mère était de quelques hectomètres au-dessus, aux Trois-Lucs. Voilà, elle vendait le lait, elle lavait les bidons. Mon père, lui, trayait les vaches matin et soir. Il enlevait le fumier. Ils étaient là, ils se sont rencontrés un jour. Voilà, ils se sont mariés en 1931, tous les deux seuls. Le consul à Marseille leur a servi de témoin, ou un employé du consulat. Et à l'église, pareil, c'est le curé qui leur a servi de témoin. Ah ben, Voilà. c'est Mais quelques mois, enfin, pratiquement un an après, bon, mon frère aîné est né en 1932, 11 mois et quelques jours après leur mariage, hein, Ah ben, c'est- qui n'avait pas été consommé, paraît-il. Et le frère qui était déjà à la Seine a dit à mon père, a écrit à l'époque, Étienne, viens, il y a une campagne qui se libère à la Seine. Donc ils sont arrivés en novembre 1931 à la Seine et ils ont loué en fermage une ferme. Donc ils sont venus pour des raisons de travail et de politique. Politique, travail et économie surtout, puisqu'il n'y avait rien là-bas, voilà, pas grand-chose pour gagner sa vie honnêtement. Et correctement, disons, pas honnêtement, correctement. Ouais. Ces motifs économiques ou alimentaires, je pense que, et comme beaucoup d'Italiens à l'époque, ils crevaient la faim, qui sont venus voir un petit peu ce qui se passait ici, d'autant que c'était au début, enfin, le début de la deuxième partie de l'immigration, au début du siècle, donc il y avait déjà pas mal de gens qui étaient installés, et on savait que, et d'ailleurs mes grands-parents paternels sont venus ici parce une sœur de ma grand-mère était déjà installée. Et donc c'est parce que la grand-mère était là, la tante était là,
qui ont rejoint. Donc eux, ils ont rejoint en 1901, ils étaient mariés, donc les deux d'ailleurs, ils étaient mariés avant de venir. Ils avaient un enfant à Cartoz, au pays. Ils sont venus avec cet enfant qui est mort à la Seine, et après ils en ont eu 3, je crois, 3, je suis sûr, 3 à la Seine. Voilà. Donc ils sont venus parce qu'une tante était là. 1901, la tante était arrivée un petit peu avant. 1901, mes grands-parents arrivent avec une sœur avec un frère de ma grand-mère. 1906, tout le monde est là. Alors, oui, mais ils n'étaient pas... Oui, à la Seine, il y avait beaucoup de gens. Et d'ailleurs, mes grands-parents Minette, ils habitaient tous sur 400 mètres, avenue Esprit Armando aujourd'hui. Et mon grand-père, mes grands-parents, lorsqu'ils sont venus, ils ont habité dans une maison, et mon grand-père est mort dans cette maison. Entre-temps, ils l'ont acheté. Et puis, tout le long, en remontant, il y avait ma tante Mélagro qui habitait un peu plus loin, et puis dans la maison longue, après la boulangerie, il y avait, toute la famille était dans le même coin. Ils y sont restés. Leur métier, c'était quoi? Alors, en fait, ils étaient journaliers. Mon grand-père donc a dû travailler un petit peu comme ça, puis après il a travaillé au chantier. Alors il y a toutes les photos des ouvriers des chantiers qui a été prises en 1906, je crois. Oui. Et donc, moi je peux montrer la page des riveteurs, des riveurs, sur laquelle se trouve mon grand-père. Voilà, donc ça c'est mon grand-père paternel. Après, il faisait aussi le cordonnier, à côté, dans sa maison, voilà, donc il était réputé pour ça. Il faisait le cordonnier pour arrondir un petit peu les fins de mois. Ma grand-mère a été nourrice, elle a allaité, élevé des enfants. D'ailleurs, on retrouve dans certains trucs de recensement un portanier qui habite dans la maison de mes grands-parents, et on dit que c'est un enfant qui est en nourrice, voilà. Et voilà, donc ils faisaient ça. Et du côté de ma mère, parce que ce sont deux histoires tout à fait différentes, du côté de ma mère, ils ont habité dans le centre-ville de la Seine, ils ont beaucoup bougé, et mon grand-père travaillait dans l'entreprise Abran, qui vendait des matériaux de construction. Voilà, donc elle travaillait là-bas. Et donc par exemple, ma mère est née rue Parmentier, mais ma tante est née rue d'Enfer Rochereau, mais mon oncle est né ailleurs. Enfin, moi, je ne l'ai pas connu, mon grand-père, il est né l'année où je suis né. Donc un jour, ma sœur me dit, tiens, Pépé, c'est celui-ci. Donc j'agrandis la photo, et en agrandissant la photo, qu'est-ce que je vois? Stupeur. Derrière lui, il y avait marqué Bertolotte. Ah, bon, ça je le garderai. Voilà, j'ai les preuves. Pour des raisons de travail. Mais ce que je peux ajouter aussi, c'est que son frère aîné, lui, est parti aussi de l'Italie. Alors, il est parti peut-être un peu plus tard, je ne sais pas exactement quand, via la Belgique, et il est parti au Canada, où il s'est installé, où ses enfants vivent encore. Ces enfants donc, qui sont mes cousins, avec qui encore j'ai des contacts, je suis allée chez eux, on se voit régulièrement quand ils viennent en France, donc on a toujours de contacts avec eux. Voilà. Donc la famille, elle était un petit peu éclatée. Donc sur 5 enfants au départ, oui, ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 même ils étaient. Donc les 2 filles sont parties en France, un des frères est parti au Canada, 2 sont restés en Italie pour s'occuper des parents qui devenaient âgés, et un de leurs frères, je ne sais pas si c'était l'aîné ou le second, est mort lui pendant la guerre comme partisan. Ah oui. Et il a une sépulture dans le carré des partisans à Venasque, à côté de Saluzzo, au début de la vallée Valvaraita. Voilà, au début de la vallée Valvaraita à Venasque, d'où était originaire ma grand-mère d'ailleurs, ça vient de Venasque. Il était parti, il a été tué. Il a été tué, mais justement, on ne sait pas trop les circonstances. Mon oncle m'en avait parlé, il avait fait un oncle que j'ai connu longtemps, avec qui on parlait beaucoup. Ils n'ont jamais vraiment su quelles étaient les circonstances. Donc je me suis promis, et il faut que je me dépêche maintenant, d'aller rechercher un petit peu dans ce coin-là, à Venasque, dans quelles circonstances il a été tué. Je sais que ma mère m'en parlait souvent. Elle disait qu'elle allait les ravitailler le soir, la nuit. Ils se cachaient dans les champs de maïs et elle avait très très peur. Elle partait avec son vélo pour les ravitailler, là où ils se cachaient. Donc ça, j'en ai entendu parler. J'aimerais bien savoir un petit peu les circonstances. Donc là, je vais faire un peu de recherche. Voilà. Tu sais la date de sa mort? Non. L'année? Non, je ne sais pas. Il faut que je retourne. J'étais allée sur sa tombe,
c'est mon oncle qui m'y avait amené, et fort heureusement qu'il l'a fait. Donc moi j'ai cette idée, il faut que j'y retourne pour justement avoir un petit peu plus d'explications. Je vais y amener mes enfants, parce qu'eux ne savent pas où, et ma petite fille, parce que j'aimerais bien que cette chose-là reste. C'est quand même un aspect de notre... ça représente un aspect de l'histoire d'Italie et de notre histoire aussi qui... J'en sais pas plus pour l'instant, et je vais me lancer sur des recherches. Je vais aller à la mairie pour essayer de glaner quelques informations. Mais j'ai trouvé ce matin un site intéressant où on peut retrouver, ils ont fait la liste de tous les partisans qui sont tombés en Italie. Mais bon, je l'ai découvert ce matin, donc j'ai pas eu le temps de chercher, donc je vais chercher un petit peu quand même. Ça m'intéresse de savoir ce qui s'est passé. Alors, j'ai lu une fois une définition sur un livre édité par les Mormons. Ah bon? Ah Il y avait tout un... Oui, ils font ça maintenant. Bon, ça serait d'origine allemande, là, enfin, dans la région. Ah bon? Et il y aurait le mot loup dedans. Bertolotto, Wolf, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais bon, je n'en sais pas plus. Oui, grâce à un site economics.it sur lequel je suis allé chercher, et imagine-toi que les dons, aussi bien du côté de mon père, c'est-à-dire Minetti, que de ma mère, c'est-à-dire Duto, c'est des diminutifs par aphérèse, en faisant tomber la fin du mot du prénom Jacques. Giacomanduto, c'est devenu Duto, et Giacominetti, Giacomino, Giacominetto, Giacominetti, c'est devenu Minetti. Comment tu appelles le fait de faire tomber là? L'aphérèse. L'aphérèse. A-P-H-E accent grave, R-E-S-E. Je vais le garder, ça peut... As-tu encore... C'est la différence, c'est le contraire de l'apocope, entre parenthèses. Ah bah ça... Giordanenko, non. Je me suis jamais posé la question. Alors oui. Alors, ma maman a quitté l'Italie en 1927, mais elle a laissé 2 sœurs. Une qui était mariée, donc, qui avait aussi une grosse exploitation avec son mari, qui était riche, qui était aisé. L'autre sœur qui est née en 1915, bon, était trop jeune pour que ma grand-mère puisse l'expédier aussi en France. Et les 3 fils, les 3 frères, les 3 autres fils de ma grand-mère, eux, ont émigré au Brésil, où ils ont fait rapidement fortune, disait-il, dans la boulangerie et les petits supermarchés, les épiceries. Voilà. Donc il nous reste au Brésil 2 cousins germains et d'autres cousins plus éloignés. En Italie, donc, il restait les 2 sœurs de maman. De chaque côté, il y a encore des enfants, dont mes cousins germains, qui ont entre 80 et 92 ans. Et du côté de mon papa, je dis à peine qu'une des filles, Bertolotto, était retournée en Italie soigner sa maman. Oui. Et elle y est restée. Elle s'appelait Bertolotto, elle s'est mariée avec un Bertolotto. Ah ben, et là, j'ai encore une cousine germaine, née en 1930, donc de 92 ans, que je vais voir régulièrement à Pianfei, donc pas loin de Chiusapeso et pas loin de Mondovì. D'accord. Et nous sommes en bonne relation avec leurs enfants. Donc ce qui maintient ce que les Italiens appellent il legame forte del Piemonte. Il y a quelques années, j'avais rendu visite à un cousin, un petit cousin, c'est-à-dire un fils d'un cousin germain de ma mère, qui habitait à Cuneo et qui faisait du truc vidéo, un peu comme toi. Mais du côté Minetti, non, il n'y a plus personne, on ne sait même plus d'ailleurs. Mon grand-père était né à un village qui s'appelle Grognardo. Quand j'y suis allé, on m'a dit qu'on ne connaissait pas de Minetti à Grognardo. Et donc il n'y a qu'un frère de mon grand-père, à un moment donné, ils ont réussi à le joindre quand mon grand-père est mort en 1948. Voilà.
Et depuis 48. Enfin, oui, maintenant j'ai plus de, au niveau des enceintes, j'ai plus d'oncles. Mais mes oncles, j'y suis allée très très souvent. Et le dernier de mes oncles qui est décédé à Saluzzo, il n'avait pas d'enfant, donc c'est nous qui nous sommes occupés de lui jusqu'à la fin de ses jours. Donc on y allait très très régulièrement. On y allait plusieurs fois dans l'année. Et actuellement, j'ai encore une cousine qui habite à Imperia, sur la côte italienne, dont le père avait migré au Canada. Elle est revenue en France et puis peut-être en Italie, et peut-être qu'elle va retourner au Canada. Voilà, sinon, voilà, j'ai des cousins que je commence à perdre de vue parce que ceux de ma génération petit à petit disparaissent, et les enfants, bah, je les ai un peu perdus de vue. Voilà, mais sinon, Alors, la première langue chez mes parents quand ils sont arrivés en France, c'était un mélange de provençal, de piémontais et de quelques mots français. Voilà. Et là, bon, je pense que mon frère aîné, par exemple, a pâti de ça parce que bah, il n'avait pas trop réussi à l'école. Bon, pour la langue, voilà. Ah bon? Moi, j'ai eu plus de chance 13 ans après, bon, avec mes soeurs, mon frère aîné, bon, les années passant, voilà, donc j'ai eu plus accès à, disons, à la langue française. Mais mes parents, entre eux, parlaient très souvent le piémontais. alors, dans ma famille proche, non, puisque mon papa était français et qu'il ne parlait pas l'italien. Mais sitôt qu'on se rencontrait avec la famille, bon, entre eux, ils parlaient piémontais, et je le connais, je comprenais tout ce qu'ils disaient. Après, quand ils étaient avec des Italiens d'autres régions ou ailleurs, ils parlaient italien, et moi j'ai toujours entendu parler italien, et même je crois que maman me disait que les premiers mots que j'ai prononcés, c'était des mots en italien, parce qu'à ce moment-là, j'étais restée quelque temps chez ma grand-mère en Italie, mais j'étais toute petite et je ne m'en souviens même pas. Donc l'italien, pour moi, c'est une langue qui résonne dans ma tête, que j'adore. Et je suis en train de transmettre cette passion de l'Italie à ma petite fille, qui adore aussi dire quelques mots en italien, qui adore m'entendre parler italien. Oui. Donc c'est une langue que je maîtrise bien, que j'adore, parler italien. Le piémontais, en fait, il y a des tas de variantes différentes. Quand j'ai rencontré mon mari, je suis allée dans sa famille, c'est à 60 km de où est originaire ma famille. Je ne les comprenais pas quand il parlait piémontais. Et pourtant, il y a 60 km qui les séparent. Petit à petit, je m'y suis faite, mais c'est une prononciation différente, des mots même presque différents. Donc, il y a des tas de dialectes, et il y en a beaucoup. Et ce que j'apprécie, ce que je trouve bien en Italie, c'est qu'ils ont gardé leur dialecte. Ils ont, bien sûr, ils parlent tous italien. Mais même chez ma génération, la génération suivante, les petits, enfin dans la campagne, moi je parle dans la campagne, ils continuent à pratiquer leur langue d'origine, leur piémontais, sans oublier l'italien. Alors que nous, on a laissé tomber les dialectes. C'est un petit peu dommage. Alors, bon, moi, ma grand-mère m'y amenait 2 mois tous les étés. Bon, étant le plus jeune, étant né 7 ans après l'avant-dernier, celui qui est devenu l'avant-dernier, qui aurait dû être le dernier. Bon, ma grand-mère m'y amenait 2 mois tous les étés. J'étais bien avec ma grand-mère. Et bon, je parlais un peu le piémontais. Il y avait beaucoup de solidarité apparente. J'étais très bien vu. On m'appelait le Francaiso. Oui. On essayait. Voilà. Les formes très anciennes, les faux ont disparu. Pour faire des menus d'entretien, voilà. Mais la four a existé jusqu'en 1960-61
les garçons partaient le matin à 3 heures, un derrière l'autre, ils fauchaient des chaînes déjà qui paraissaient énormes pour faire le foin pour les vaches. C'était tous les petits éleveurs, là dans la zone où on était, 7-8 vaches maximum. Voilà. Et avec ce lait, on faisait des toumings. Les petites tonnes, ils touming, du beurre. Voilà, des choses comme ça. Et la peau des vaches, il y avait toujours ce petit jardin en cours, parce que des fois les vaches s'échappaient à l'écoute. Alors il y avait un plant de courgettes qui donnait une grosse courgette, la seule, pour faire des potages. Il y avait un peu de carottes, un peu de poireaux, mais il y avait un galion au milieu. Et que j'ai retrouvé en savoir beaucoup plus tard quand j'étais directeur de Kovo. J'ai un peu la nostalgie de ça, à côté de ce qui est devenu maintenant l'industrie. Ça te parle quand même en Italie. Ça te parle quand même en Italie. Oui, ça me parle toujours. J'ai acheté une maison il y a une dizaine d'années. Donc, j'essaie de rassembler des souvenirs et je me suis rendu compte au cours des années que je suis parent à la longue, comme ils disent eux, c'est-à-dire éloigné, avec un quart du village. Et je leur dis, avec toi, j'ai une goutte de sang en commun, avec toi, je peux pas un demi-verre ou un verre libre. Voilà, ça c'est rigolo quand je leur dis ça, et eux ne le savent pas. Que je suis apparenté à ces gens-là. Et c'est moi qui suis obligé de leur dire oui, parce que la sœur de mon arrière-grand-père, c'est ma mère et notre famille, etc. Voilà. C'est surprenant. C'est un joli pays, j'aime bien y aller. J'avoue très franchement que je ne me sens pas plus que ça d'atome crochu avec l'Italie. Pourtant, je ne suis pas un cocardier, je dirais, un parapet avec un drapeau. Mais ceci dit, non, je pense que j'ai tout à fait intégré le fait que je suis français et que j'étais français. Alors bon, j'y vais, ça me fait un petit quelque chose parce que je vois, j'allais quand j'étais gosse avec ma grand-mère. Mais pour autant... Ça, qu'est-ce que j'en pense? Que du bien. Que du bien. Enfin, de l'Italie, d'une façon générale, c'est un pays, bien sûr, que j'adore. Ce sont mes origines, certainement. Ce sont mes origines, mais c'est un pays que j'adore. Et par sa culture, c'est riche de culture, de tous les grands peintres, les musiciens, l'opéra, tout ça vient d'Italie. La cuisine italienne, j'adore, je la pratique. Le savoir-vivre, de bien vivre en italienne. Bon, moi j'adore l'Italie. Et voilà. Alors l'apéritif, c'est une institution ici, on n'a pas ça. Allez voir l'apéritif, il faut savoir sur un bar, avec les femmes viennent, même entre elles viennent habillées avec les petits talons, les petits sacs à main, là, elles viennent s'asseoir pour boire l'apéritif, on vous sert des tas de petites choses, ça c'est quelque chose de fabuleux. L'art de recevoir, l'art de se comporter, la mode italienne aussi, moi je suis fan de cette mode. Cette mode, elle m'a toujours marqué. Quand jeune, j'étais à Briançon, donc une ville de montagne, on n'était pas habillé avec les talons en montagne. Et les seules villes que je connaissais bien et j'appréciais, c'était Saluzzo, où j'allais. Et là, je voyais ces femmes habillées avec le petit tailleur, les talons, un petit sac à main. Moi, ça m'impressionnait et j'ai trouvé très élégant. Les hommes aussi, n'en parlons pas, même habillés en jean, ils avaient une classe, ils ne faisaient pas débrailler, ils n'étaient pas négligés, ils portaient le jean, voilà. Les femmes avec les hommes aussi, le chemisier ou la petite chemise bien arrangée avec le col sorti du pull, c'était magnifique. Bon, je voyais avec un petit sac, moi j'avais jamais encore porté de sac à main. À l'époque, les sacs à main, c'est que du cuir et c'était inabordable. Alors je regardais les vitrines en Italie avec ces jolis sacs à main. Et en Italie, c'était abordable. Donc je me rappelle le premier sac à main que j'ai acheté, je l'ai acheté en Italie, peut-être d'ailleurs encore. Et oui, je l'ai gardé parce que c'était pour moi, c'était quelque chose de symbolique, c'était l'ouverture vers l'élégance, vers la classe, chose
ce qu'on n'avait pas dans les Alpes. Nous, on avait des grosses chaussures de montagne, de ski, hein, parce que voilà, et je connaissais pas ça, et donc moi, ça m'a beaucoup marqué. Les collants, j'avais toutes les collants très fins, avec la ligne derrière les collants, la ligne de couture bien alignée derrière les jambes, c'était classe, hein. J'étais impressionnée, moi. Donc, moi, le plus impressionnant, c'est l'architecture. L'architecture, on n'en parle pas, ça, c'est l'architecture, la peinture, l'opéra. L'opéra, c'est fabuleux, hein, fabuleux. J'ai eu l'occasion d'aller à la Scala, ça a été... Oui, nos enfants, quand ils sont enfants, m'ont offert 2 billets, nous ont offert 2 billets pour Carmen à la Scala de Milan. Bon, ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie, ça, hein. Qui c'est qui chantait Carmen? C'était une chanteuse slave de l'Europe de l'Est, et j'étais un petit peu déçue parce qu'elle n'avait pas le tempérament de feu que nécessite ce rôle. Et puis par ailleurs, ils avaient fait une première projection à la télévision et j'ai eu le tort de le regarder avant. Ah. Du coup, ça a défloré un petit peu la perception que j'ai eue. Bon, c'était dommage, on s'était habillé, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Scala et Carmen, bon, c'est ça, au niveau architecture, 60% du patrimoine architectural européen est en Italie. Oui, mais dans toute la ville, la église, dans un petit village, il y a des choses magnifiques à voir. Au cours d'un des voyages qu'on a fait dans le Piémont, on est allé découvrir une toute petite église perdue au milieu de la campagne, fermée à clé, et on est venu nous ouvrir, mais c'est une merveille, il y a des fresques intactes qui montrent toute l'histoire de la chrétienté et qui font, c'était en quelque sorte une BD qui montrait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, mais tout en image, mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Et donc dans les petits villages, dans la famille de mon mari, il y a une maison où il y a des fresques, c'était des moines qui avaient été recueillis là, au Wapet peut-être, et pour les remercier de les avoir hébergés, il a peint des fresques sur les murs. Donc deux petites maisons à faire au milieu de la campagne, on trouve des fresques encore. Bon, c'était magnifique. Alors, oui, bon, disons qu'à la scène, il y avait beaucoup de Piémontais. Bon, c'est pas entre Piémontais que je subissais les sarcasmes. Bon, moi à l'école, aller au CM2, de temps en temps, on me lâchait mange polenta, mange macaron, 1 ou 2 fois babi, c'est-à-dire au crapaud. Oui. Et ça s'arrêtait là, mais on était plus nombreux entre Italiens qu'entre petits Français, me semble-t-il. Non, mais enfin, voilà. Non, la xénophobie, bon, elle a eu lieu, je ne sais pas, on revient là en 1948, qui a été une année décisive pour mes parents, qui depuis 15 ans vendaient du lait. Dans une région où l'été est très sec, où on ne pouvait pas faire de foin, où on donnait aux vaches de la bauque, ou des herbes sèches, que mon père allait chercher à Janas, au plateau de Gabriel, là-haut et tout, tu vois, bon. La bauque, c'est provençal. Oui, c'est provençal, ça, mais on disait la bauque. C'est ça. Voilà. Et bon, en 1948, les 2 propriétaires, 2 vieilles filles sont décédées. Elles avaient pourtant dit à mon père, cette propriété restera chez mon neveu, elle restera dans la famille. Mais le neveu s'est empressé de la vendre. Et là, il avait mis ça dans les mains d'une agence, et il y avait un agent immobilier qui venait avec des clients potentiels pour acheter, et il rentrait dans la maison sans taper, sans frapper, faisant visiter la ferme. Et mon père s'en est inquiété, il avait peur, il était toujours italien. Hein. Nous, les 5 enfants, nous sommes nés en France, sur le sol français, mais mes parents étaient toujours italiens. Et là, il n'osait pas trop parce qu'il était italien, ils ont toujours eu peur de faire des choses qui étaient illégales. Et il s'en est inquiété auprès de son voisin, M. Serre, un Piémontais aussi.
et qui lui a dit en provençal, bon, je ne parle pas bien le provençal, Théo, te laisse pas faire, ne te laisse pas faire. Ce type-là, il n'a pas rentré comme ça. Parce que toi, tu es encore italien, mais tu vois, tous tes petits là, ils sont tous français. Et cette campagne, tu ne vas pas la laisser partir. Tout en provençal. Monsieur sœur, j'ai pas d'argent, vous voyez bien, les vaches, ça ne rapporte rien. T'as pas d'argent, je te les prête. Et monsieur sœur a prêté l'argent pour acheter la propriété, 1,5 hectare avec la ferme. Bon, c'était peut-être beaucoup, mais c'était nettement moins cher que maintenant, parce que la terre, elle se donnait, beaucoup de gens voulaient aller travailler au chantier naval. Oui. Voilà, faire la journée, recevoir une paye, tranquille. Bon, voilà. Donc ils l'ont acheté en 2 ou 3 ans, pour dire que, bon, c'était pas grand-chose. Donc, première chance, ils ont acheté la propriété en 48, ils se sont fait naturaliser. Et mon père qui allait aussi chez des maraîchers voisins, des Piémontais aussi, pour y louer ses bras, parce que les vaches ne suffisaient pas à nourrir. Et il attachait les tomates, il s'est gâté les tomates, comme on dit, voilà, et puis bon, et il parlait tout seul. Mais la propriétaire a dit, oh, monsieur Bertolotto, vous parlez seul, vous devez avoir de l'argent caché. De l'argent caché, j'en ai pas. Mais alors il dit, mon problème c'est que ma belle-mère et ma femme sont partis en Italie, au Piémont, parce que ma mère y allait aussi. Et il y a des haricots, j'ai 3 raies de haricots, je ne sais pas faire les conserves et tout. Et cette dame elle dit, monsieur Bertolotto, ne vous inquiétez pas, moi je vais au marché demain, ce soir vous cueillez les haricots, vous me les apportez et je vous donnerai ce que je fais sans rien prendre à mon compte. Et le lendemain, cette dame, en revenant du marché, 12h30, elle le laisse dans un papier journal. Avec que ça, elle a emballé un peu de l'argent. Et mon père, à la fin du repas, il ouvre ce petit paquet. Et sa première réaction, ma si es trompata, elle s'est trompée. Il court chez la voisine, il dit, mais vous avez si es trompata, madame Mouraille. Et là, il dit, manque de chaud. Manque des choses. Oh, il y en a trop. Il y en a plus que la recette du lait d'un mois, tu vois. Ouais. Et là, quand ma mère est rentrée d'Italie, il lui a dit, en piemontais, vicina, le vacche, le vendoma, fasoma lo giardin. Voilà. Donc, fin 48, les vaches ont été vendues, le temps de préparer le terrain, et en 49, ma mère a commencé à vendre sur le marché. Elle s'est arrêtée. Alors, non, moi c'est certainement pas. Certainement pas. D'abord, on était tellement nombreux comme Piémontais que je ne sais pas qui aurait pu être xénophobe, parce que tout le monde plus ou moins en était. Mais encore une fois, non, il n'y a jamais eu de réflexe, de réflexion, quoi que ce soit. Aujourd'hui, peut-être un peu de temps en temps. Mais enfin, bon, on ne peut pas vraiment appeler ça de la xénophobie. Mais si j'en crois mes oncles, qui eux sont nés à la Seine, dans les années avant 1920, entre 1905 et 1914, oui, effectivement, c'était des babis, c'était des piantes, ce sont des choses qui se disaient beaucoup. Bon, nous, ça ne s'est... Bon, moi, je n'ai pas connu ça du tout. Je sais pas, j'en ai jamais entendu parler, je pense pas. Ben, du fait que c'était une famille mixte, oui. Elle en a peut-être moins souffert, mais j'ai jamais ressenti cette chose-là. Bon, on était aussi, il faut dire, dans une ville frontalière. Briançon, c'est à 12 km de la frontière italienne, et donc on vivait avec les Italiens pratiquement, et on vit toujours d'ailleurs, hein, on se sent aussi bien italien que français. Donc. Bon, ça a longtemps été italien d'ailleurs. Pardon ? Ça a longtemps été italien. Se ci sei, aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Oui, parce que je l'ai appris au lycée. Ah. Voilà, c'est tout. Mais par exemple, mon père, qui était un fils de Piémontais, était la risée de tout le village de ma mère au Piémont, parce qu'il était incapable de comprendre un mot de piémontais ou d'italien. Ma mère parlait le piémontais, parce que l'italien, ça se parlait très peu à l'époque où j'allais au Piémont.
Là, je suis allé la dernière année avec ma grand-mère en 57. Depuis qu'il y a la télé, on parle l'italien, mais avant la télé, les gens ne parlaient que piémontais. Et ma mère, par exemple, ne parlait que le piémontais. Elle ne parlait pas du tout l'italien. Elle parlait le piémontais avec sa mère, quelquefois, il m'a semblé, ou avec Antoine Bertolotto aussi, mais autrement, non. À la maison, on parlait le français. Et mon père ne parlait, encore une fois, était incapable de parler ni ou l'italien ou le piémontais. Par contre, il parlait un peu le provençal. C'était des langues assez proches. Et effectivement, c'était des langues qui s'apprenaient très facilement. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, du père de mon oncle César Robian, qui s'appelait Joseph, et qui ne parlait qu'en provençal. Et je parle là des années 60 ou 70. Ouais. Voilà, il avait vu ma sœur, à Elvise Maurice et Sven Poulido. Ça, c'est le provençal. Voilà, Ouais. donc il parlait provençal, mais il allait chez le butcher, il n'était jamais chez le butcher. Et encore. Oui, elle est Avec- très musicale, justement. Ben, justement, ce qui me plaît dans cette langue, c'est une langue qui chante. Et moi, si on me dit 2 mots en italien, ecco, c'est parti, et on parle italien, c'est fini, j'oublie Dimentico il francese completamente. C'est pour ça. Ça va être plus intéressant. Des Piémontais. Oui. Alors, des Piémontais, parce que en 2003, non, pas 2003, 2005, l'année de la, voilà, 2005, avec mon épouse, on fait un voyage avec les oiseaux de Provence, une croisière sur le Rhin, la croisière dite des Tulipes. On devait partir en bateau de Strasbourg jusqu'à Amsterdam. Et là, sur ce bateau qui contenait les voyageurs de 4 quarts, bon, on était très bien, 200 personnes maximum. Et le deuxième jour, le bateau accoste en Allemagne, à Riedesheim, où il y a un musée d'instruments de musique automates. Magnifique. Donc sur le quai nous attendaient 2 tracteurs, deux Massey Ferguson avec des petits chariots derrière, tu sais, là, avec 4 banquettes, 2 qui se font face au milieu et 2 dos à dos, Comme un Camargue. comme un Camargue. Et là, je touchais les genoux d'une vieille dame Bravo. et je lui dis d'où vous venez. Alors elle me dit avec un accent que je connaissais bien, du Piémont, ah mais on vient de Marseille avec Sabardu. Alors je lui dis, d'abord on ne dit pas Sabardu, on dit Sabardu, c'est des Italiens et ils sont sardes. Mais comment vous savez ça? Et puis on commence à nous dire chut, parce que le haut-parleur nous annonçait les vignes, la taille en guyot et tout. Et à force de masticoter, j'ai dit que j'étais de paysanne. Ça a été un cri dans ce wagonnet. Oh mon Dieu, nous sommes de Crisolo, la présidente elle est de paysanne. C'était l'association des Piémontais de Marseille. D'accord. Une chance extraordinaire. Enfin, pour moi, je connaissais l'existence de cette association, mais le fait que notre maman nous a menés, tous ces enfants retraités de 1995 à 2000, elle nous a menés tous en Italie, elle a touché une pension là-bas. Peut-être vais-je l'expliquer après. Et elle nous payait 5 ou 6 jours de vacances au Piémont. Elle était d'une fierté avec ses 5 enfants autour, et voilà. Et donc j'ai fait la connaissance de cette association. J'adhère tout de suite sur le bateau. Bon, j'ai donné des éléments de connaissance paysanne qui étaient indubitables, donc ils se sont bien rendus compte que j'étais bien de famille piémontaise, mais que j'en étais pas réellement un vrai, parce que je ne bois pas, je ne chante pas et je ne danse pas. Et ça les a un peu choqués. Oui. Voilà. Et de retour, eh ben voilà, donc j'ai repris goût à l'Italie parce que cette association organisait chaque année un repas annuel de l'association des Piémontais de Marseille. Et puis et tout. Et la présidente, Mario Ciaflosi, dont le fils était Toubib à Toulon,
me disait toujours, Antoine, vous aimez le Piémont, créez l'association des Piémontais à la Seine. Bon, comme tout le monde le sait, je blague beaucoup, mais je ne suis pas un administratif. J'ai plus envie de... J'en ai pas envie, je me sens pas capable parce que je suis un papillon et tout. Je suis un papillon et je n'ai pas voulu prendre la présidence. Par contre, j'ai dit à Philippe Martinenc, Philippe, toi, au CSMS, de partout, à la mairie, tu as toutes tes entrées, écoute, c'est pas un problème. Moi, je peux amener les premiers Piémontais parce que j'en connais beaucoup à la Seine. Voilà comment on a créé l'association. Voilà, et puis ça s'est fait, mais je ne m'occupe de rien. En fait, bon, historiquement, tu es un pionnier de l'association. En quelque sorte, voilà. Alors on a demandé aux Marseillais les statuts de leur association. Bon, il a fallu les modifier parce que la présidente précédente avait elle-même été née au Piémont. Ses parents étaient bien piémontais et tout. Bon, il a fallu qu'on change les règles, les statuts, hein, parce que sinon, voilà, pour ça que c'est appelé les Amis du Piémont. Hein. Sinon, voilà. Oui, c'est un peu comme les résistants pour mon épouse, les résistants, il n'y en a plus, donc c'est les amis, les résistants sont... Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais qu'il y a des amis, enfin, des amis du Piémont à New York. Partout. Quand on a adhéré, j'ai regardé Association des Amis du Piémont. Mais oui, je crois qu'il y en a 113 dans le monde, dans les pays. Et chaque année, alors en Italie, à ce fameux repas annuel, venaient Michele Colombino, qui a maintenant 94 ou 95 ans, et qui est le président de toutes les associations mondiales de Piémontais. Il y en a même une en Chine, enfin, il y a quelques années, avec 3 adhérents. Ah, c'est vite. Voilà. Ça, je le couperai, mais hier, quand j'ai interviewé... Je vais encore parler de lui. Ben, c'est parce que lorsque cette association s'est mise en place, j'ai été abordé sur le marché par le président Philippe Martinet, mais surtout par Antoine. Ouais. Et Antoine, bon, qui me savait effectivement, on était ensemble à l'école normale à Aix, donc on se connaissait bien. Voilà, on se connaissait bien. Et donc, il m'a dit, on fait une association, est-ce que tu veux venir? Bon, donc, je dis, je vais volontiers, d'autant plus volontiers que je disais tout à l'heure que je ne me sens pas italien, mais je me sens piémontais. Ah bon? Oui, je me sens piémontais. Encore une fois, les circonvolutions politiques italiennes d'aujourd'hui me laissent profondément froid. Je veux dire, ça ne m'y intéresse pas. Mais encore une fois, quand on parle du Piémont, moi je me sens vraiment piémontais. Ah bon? Voilà. Mais sans pour autant, je ne ferai pas comme certains, je n'irai pas m'acheter une maison au Piémont et je ne demanderai pas la nationalité piémontaise. J'y vais, moi, au Piémont, une fois chaque mort d'évêque. Mais il n'empêche que, quand on me demande mon nom et de quelle origine, je ne dis pas que je suis d'origine italienne. Je suis d'origine piémontaise. Piémont-Sardaigne. Non, je suis piémontais. C'est marrant, ça. Oui, un peu pour ça. Alors je connaissais Antoine Bertolotto parce que son fils jouait au hand et mon fils aussi. Donc puis on a fait connaissance et il me parlait toujours de l'association des Piémontais de Marseille et qui le poussait à créer la même chose à la Seine. Il me dit oh, moi j'ai pas trop envie, bon moi je connaissais pas trop, mais chaque fois qu'on se rencontrait on parlait italien, lui me parlait piémontais. Et puis un jour avec Philippe Martinenc, ils ont décidé de créer cette association et du coup j'ai été partante dès le début, dès la création. Hein. Le premier séjour que l'on a fait d'ailleurs en Italie, j'y avais beaucoup participé parce que c'était un endroit qui était tout proche de la famille de mon mari. On y allait à pied à cet hôtel qui avait été choisi et du coup j'ai organisé un peu tout ça et ce voyage dans le Piémont a fait marcher la mayonnaise, elle a pris ce jour-là, cette fois-là, parce que on s'est rencontrés, on a appris à se connaître aussi, tous ces membres fondateurs, et on a passé un séjour magnifique qui reste, je crois, dans toutes nos mémoires. Et je crois que ça a été vraiment le fondement de la base de notre association, ça. Hein. Eh bien, est-ce qu'il y a une question, comme disait du coup, un tas de questions.
No, solo per finire che l'Italia è un bel paese, una lingua che penso è la più bella del mondo per me, una lingua che canta, che è la lingua di Dante. L'ho studiato anche a scuola, Dante, al liceo all'epoca studiavamo Dante, ma adesso è un po' finito questo, ma è una lingua bellissima, un paese che è il mio. Forse ancora più della Francia, perché sono dove abito a Briançon è più vicino dell'Italia che da Parigi. Davvero. Ecco, è il mio paese di cuore. Grazie mille Martine. Antoine, il y a une question que je ne t'aurais pas posée, que tu voudrais que je te pose. Est-ce qu'il y a une question comme faisait De Gaulle? J'ai cru entendre une question. Non, voilà, je voulais dire qu'en 1951, au cours d'un de mes séjours de 2 mois en Italie, j'ai été renversé par une voiture, parce que les routes n'étaient pas encore asphaltées. Donc une voiture est passée à soulever un nuage de poussière, j'avais 6 ans, j'ai traversé, une autre voiture était derrière. Normalement, il en passait une par semaine à cette époque-là. Ce jour-là, il y en avait 2 qui se suivaient. Donc j'ai fait 6 mois d'hôpital à Saluzzo. Et là, dans une salle commune, j'ai beaucoup souffert. J'ai eu une... Bon, la haine m'a passé, mais après les bonnes sœurs qui m'attachaient quand elles m'anesthésiaient à l'éther. Je me souviens de ma langue qui rentrait. Je crois que ça a provoqué la claustrophobie qui me poursuit maintenant parce que je ne prends pas l'ascenseur. Je ne veux pas me sentir enfermé et tout. Donc, c'est dans cet hôpital que ma maman a connu une autre dame, un peu plus dégourdie, et qui dit à ma mère, vous avez travaillé en Italie? Oui, ma mère a travaillé dans le settificio, la soierie de paysanne, la filature. Oui. Il y avait une filature. Donc elle a commencé très jeune parce qu'elle apportait des seaux d'eau aux ouvrières pour se laver les mains, tu sais. Elle a travaillé jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et cette dame lui dit, vous avez droit à une petite retraite. Vous allez racheter des marquettes et vous avez un peu de l'argent. Ma mère en parle à ma grand-mère lui dit, on va vendre du bois chaque année. Elle avait encore un peu du bois avec des châtaigniers magnifiques. Bon. Et avec le bois qu'elle réussissait à vendre, ma grand-mère, elle payait les marquettes et à sa fille. Parce que ma grand-mère, quand elle a été veuve en 1933, elle est venue en France en 1936. Seule ma mère a pu la recueillir. Elle n'avait pas de pension. Et elle est décédée en 1963 à l'âge de 90 ans. Mais toute sa vie, cette dame à qui nous devons tout, c'est elle qui a élevé ces 5 petits-enfants français, qui nous reposaient les chaussettes, qui nous faisaient manger, qui nous faisaient les ravioles, qui nous faisaient les gnocchi, plein de petites choses. Qu'est-ce que ça veut dire en marquette? Les points, racheter des points, voilà. Donc ma mère, à partir de 1000, attends, elle a eu la retraite en 1955, elle était née en 1909, donc à partir de 1964 et jusqu'à sa mort en 2001, elle avait une pension de 300 000 livres par mois. Bon, ça représentait 1000 francs à l'époque, c'était peut-être pas grand-chose, mais pendant presque 35 ans, là, ou plus, je ne sais pas, elle a eu une pension. C'est pour ça qu'elle nous payait chaque année, fin septembre, un petit séjour à tous ses enfants au Piémont. Ah, mais c'est bien. Voilà. Encore autre chose, hein? Non. Non. Non, voilà, et nous saluons toujours le courage de ces gens-là, qui nous ont toujours dit, ne nous faites pas baisser la tête, marchez droit. Dans la vie, essayez
vous montrer, voilà. Donc nous avons à peu près réussi. On n'a jamais connu le chômage, on a toujours eu du travail. Bon. Ça, le chômage, des fois, Voilà, bon, voilà, ils nous ont inculqué les valeurs du travail, de l'honnêteté. Et voilà, ces choses-là que nous avons essayé de conserver, mes frères et sœurs, puisque nous vivons toujours ensemble, donc on parle toujours de ça. Voilà. Et c'est un hommage que je veux faire à mes parents. C'est bien. Voilà. Ah ben, écoute, a priori, C'est tout. Tu vois, mon frère a fait le campanile de la Seine, le ferronnier. Ah, je crois que c'est toi. Non, pourquoi? Pour le temps, je suis en train d'enregistrer. Ton frère, il a fait le campanile de la Seine. Eh oui, quand il a fallu le remplacer en 1984-85, je pense, voilà, il a été sollicité pour refaire le campanile avec les techniques un peu ancestrales. Hein. Alors, il y a eu quelques trucs de soudure, mais c'était pour l'élévateur, Oui. pour pas qu'il se déforme trop quand il a fallu le hisser à la pointe. Mais après, tout ça a été limé, enfin, passé à la... Je vais traduire pour les Français. Le campanile en Italie, c'est le clocher. C'est le clocher avec toute la ferraille. Un fer forgé, oui. Tout en fer forgé, voilà. Parce que le campanile, pour les Français... Ah ben, écoute, je crois qu'on a fini. Tu aimerais parler de quelque chose qui ne fait pas partie des questions? Oui, alors on parlait tout à l'heure des rapports qu'on avait avec l'Italie. Il faut que donc j'ai parlé du côté de mon père pour dire qu'il n'y avait aucun rapport avec l'Italie, c'était vite fait. Du côté de ma mère, c'est qu'il faut que je regarde parce que c'est quand même un peu différent. À un moment donné, dans le ménage de mes grands-parents, au tournant des années 20, les choses allaient beaucoup moins bien. Donc mes grands-parents se sont séparés. Mon grand-père est retourné vivre à Boves. Et ma grand-mère, qui s'est retrouvée seule à la Seine, est allée et retournée au Piémont aussi. Donc elle a amené certains de ses enfants. Elle en avait un certain nombre. Mais il y en avait un, Giovanni Nettu, qui avait déjà 19 ans et qui a voulu rester à la Seine, qui est resté avec son plus jeune frère, Barthélemy bien sûr, qui devait avoir lui 14 ans. Donc ma grand-mère est repartie au Piémont avec ma tante, qui a fait à peu près 10 ans. 10 ans, il a été 1910. Ma mère, qui en avait 8, et le plus jeune frère de ma mère, qui en avait 6. Et ma mère, quand elle est allée au Piémont, est allée travailler à 8 ans. Elle allait travailler dans les filatures. Et elle est restée un certain nombre d'années. Quand ma tante a eu 21 ans, c'est-à-dire au début des années 30, elle est restée une bonne dizaine d'années. Quand ma tante a eu 21 ans au début des années 30, elle a voulu rentrer en France parce que ses frères y étaient. Ouais. Donc elle a rien demandé, elle a dit, je rentre en France. Ma mère, qui n'était pas majeure, est allée voir son père, qui habitait Corso di Salta. Elle est allée voir son père et lui a demandé l'autorisation de rentrer. Il lui a donné l'autorisation de rentrer. Donc elles sont rentrées toutes les deux en France. Elles sont allées chez mon oncle, qui habitait boulevard de la Corse résistante aujourd'hui, et elles sont restées avec leurs frères. Et en 32 pour ma mère, en 33 pour ma tante, elles se sont mariées, avec des piémontais entre parenthèses, elles se sont mariées, et mon oncle, mon plus jeune frère Victor, lui est resté, il était placé comme garçon vacher. Et il est parti à pied du Piémont pour revenir à la Seine. Il s'est fait coxer une première fois, on l'a renvoyé, il est reparti, et à travers le matin. Et ce qui est marrant, c'est que ma mère m'a raconté ça, je m'en souviens encore, en 85, on était à Boves, à côté de la fontaine de la Madonna dei Boschi. Et on était là, elle me racontait ça. Et elle m'a raconté l'histoire des livres de Max Gallo, où il y a Revelli qui part de bras à pied, qui traverse, etc. Et qui va chez son oncle qui était jardinier à Guéraud. Mais moi, mon oncle, il s'est arrêté chez son oncle qui faisait le jardinier à Berre-les-Alpes. Et puis il est parti de Berre-les-Alpes, il s'est arrêté à Saint-Raphaël où il y avait un autre frère de ma grand-mère, puis il est arrivé à Soliescon avant d'arriver à la Seine. Voilà. Donc le gars, et alors c'était vraiment le copier-coller
de l'histoire que racontait Max Gallo. Je peux te rendre Max Gallo qui a fait un copier-coller, on ne sait jamais. Non, les Dutos n'étaient pas assez célèbres. Voyons. Bon, ça. Et dire donc ma mère, à ce moment-là, mon grand-père est resté à Boves, il est mort à Boves en 1948 aussi. Mais ma grand-mère, après la guerre, elle allait en Italie en vacances, donc ça fait les rapports avec l'Italie. Donc voilà pourquoi moi j'ai des rapports avec le Piémont, parce que ma grand-mère y allait chaque été. Et chaque été, elle avait pas mal de petits-enfants. Elle a amené un ou deux de ses petits-enfants, mes cousines, ma soeur, ils sont allés, j'y suis allé avec mon cousin, et puis je suis même allé tout seul, avec ma grand-mère, même que je me cassais un peu les pieds, j'étais allé faire l'enfant de cœur. Comme quoi tout arrive et qu'il ne faut désespérer de rien. Voilà, tout ceci pour dire qu'il y avait ce rapport avec, alors donc ma grand-mère allait voir ses belles-sœurs, ses cousines, etc. Voilà, donc, mais ma mère qui a vécu très longtemps en Italie, 10 ans en Italie, plus de 10 ans en Italie, 10 ans en Italie, avait des amis là-bas, parce qu'elle est partie, elle avait 18-19 ans. Ouais. Donc elle avait beaucoup d'amis. Donc elle retournait, elle avait des cousines germaines qui maintenant ont disparu. Donc cette famille n'existe plus, mais pendant un temps, ça a fait la relation avec nous. On allait voir les cousines. D'autant que ces cousines-là avaient des sœurs qui étaient à la Seine. Voilà, et des neveux qui étaient à la Seine, qui travaillaient à la mairie, etc. Voilà donc les rapports que j'ai avec le Piémont.